Un an après la publication de notre premier baromètre Ipsos sur la réforme de la facturation électronique, nous y voyons plus clair sur l'agenda de mise en œuvre de la réforme avec un démarrage prévu le 1er septembre 2026 et qui s'étalera jusqu'en 2027 en fonction de la taille des entreprises. Alors, nous vous présenterons aujourd'hui les résultats de la deuxième édition de ce baromètre et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Alexandre Guérin avec nous aujourd'hui, accompagné, Alexandre Guérin, directeur général d'Ipsos en France. Il est accompagné de Neila Choukri, directrice générale de Collecto qui est une start-up fintech du Crédit Agricole et qui est au contact des entreprises au quotidien. Alors, ce baromètre, il a pour intérêt de nous mettre du côté des entreprises pour mieux comprendre ce qu'elles perçoivent de cette réforme, quelles sont leurs craintes, leurs attentes, les opportunités qu'elles y voient. Et c'est bien sous cet angle que nous allons aborder l'analyse de ces résultats. Alors Alexandre, pour commencer, pouvez-vous nous indiquer les conditions de réalisation de cette enquête? Oui, donc c'est donc la deuxième édition de ce baromètre réalisé avec Collecto et Soprasteria Next. Pour répondre à une question très simple, les dirigeants sont-ils enfin prêts pour la facture électronique? La méthodologie que l'on suit, c'est une enquête de 500 dirigeants d'entreprise, de directeurs administratifs et financiers, de gérants ou de personnes en charge de la réalisation. C'est une collecte qu'on a réalisée pendant le mois de juillet, avant les vacances du mois d'août. Et nous avons interrogé ces personnes par téléphone. C'est la meilleure manière d'avoir un travail de qualité, des réponses les plus fiables possibles sur ce type de cible. L'échantillon qu'on a interrogé, on est sur 500 personnes. On représente toutes les tailles d'entreprise et on a notamment une attention toute particulière sur les petites entreprises, 1 à 9 salariés, 10 à 49 salariés, et on regarde tout secteur d'activité, notamment commerce, services, agriculture et industrie et construction. Très bien, alors pour entrer dans l'enquête, est-ce que la réforme est davantage connue aujourd'hui ? Alors oui, et ça c'est la bonne nouvelle, et on voit d'ailleurs une tendance positive depuis la dernière vague de l'enquête. Près d'un tiers des entreprises connaît précisément la réforme de la facturation électronique. C'est une proportion qui reste minoritaire, mais qui progresse. Et on voit surtout que quand on inclut ceux qui sont bien au courant, on atteint 68%, et c'est 7 points de plus que la vague précédente. Donc on voit bien que tout le travail de formation et d'éducation est en train de payer ses fruits. Alors le niveau d'information des entreprises, il a progressé d'ailleurs sur l'ensemble des sujets. Quand on rentre un petit peu dans le détail, les différentes options pour recevoir et émettre des factures, encore le calendrier de la réforme qui a un petit peu bougé mais qui semble maintenant être calé au 1er septembre 2026 et au 1er septembre 2027. Et on voit que seulement 15% des entreprises se sentent mal informées sur l'ensemble des sujets. Alors il y a des variations, bien évidemment. On est plutôt bien informé sur les différentes possibilités pour recevoir les factures, un peu moins pour émettre les factures. Le calendrier commence à être bien connu également. Donc tout ça va dans le bon sens et on voit bien qu'au fur et à mesure que l'échéance s'approche, le niveau d'information augmente. Vous évoquiez à l'instant les différents décalages que cette réforme a connus en France. Alors elle est maintenant confirmée au niveau européen. Je crois qu'il y a une publication de Vida cette semaine ou la semaine dernière qui l'a confirmée. Est-ce que les entreprises en France ont mis à profit ce temps supplémentaire pour s'y préparer et mieux s'y préparer? Voilà, alors on voit bien que maintenant qu'on a un calendrier qui a l'air d'être gravé dans le marbre, entre guillemets, et alors c'est le seul indicateur qui baisse en fait, puisque comme maintenant on a une échéance qui est connue, on voit qu'il y a un petit peu plus, pas de fébrilité, mais on voit bien qu'on a un besoin de rentrer dans le concret et dans le détail de cette réforme. Le niveau de préparation, il baisse, puisqu'on était à 68% qui était certain, à 59% aujourd'hui. Et on voit bien que quand on rentre dans le détail, déjà ça varie beaucoup par taille d'entreprise. Plus on est dans une grande entreprise, en termes de taille, j'entends, plus on a la certitude d'être prêt, ce qui peut s'expliquer tout simplement par les ressources qui sont mises à disposition et focalisées sur ce sujet. On voit également des variations par secteur, mais qui, en lui-même, dépend aussi de la taille des entreprises, puisqu'il y a plus de petites entreprises ou d'entreprises de taille intermédiaire dans la construction et dans le commerce, par exemple. Donc on voit bien que ce niveau, il varie. Malgré un bon niveau d'information concernant la réforme, il y a encore des craintes de la part des entreprises. Et elles commencent à être plus hautes qu'en 2023. Elles craignent avant tout les bugs, le fait que les clients ne seront pas prêts. Il faut être deux pour facturer, entre guillemets. Donc il y a aussi une question de est-ce que les contreparties seront prêtes à embrayer sur cette réforme. Le fait que les clients ne seront pas prêts et les coûts importants suscitent un petit peu d'inquiétude de la part des entreprises que l'on a sondées. Alors Neila, vous et vos équipes qui êtes au quotidien au contact des entreprises en France, comment vous lisez ces résultats sur les craintes particulières liées à l'enquête?
C'est vrai qu'au tout début, quand on a commencé sur le terrain à parler de la facture électronique, en effet, on a vu que au bout de 2 ans, les gens étaient plus informés et surtout plus craintifs par rapport à tout l'univers des possibilités, des attaques cybersécurité, des bugs informatiques. Et on voit que ces craintes-là augmentent avec le temps. Continue d'augmenter. Exactement, et donc que les clients et les utilisateurs sont de plus en plus rassurés d'avoir des solutions en face qui sont gages de confiance par rapport à la donnée, aux standards de sécurité nécessaires. Et donc on voit que c'est en effet une priorité qui ne l'était pas. Réellement, en tout cas qui ne l'était pas autant il y a 1 an et demi, 2 ans. Et de manière assez globale pour rebondir sur la préparation, en effet, plus on s'approche de la date et plus on a des questions très pragmatiques. C'est-à-dire, que se passe-t-il le 1er septembre 2026 pour moi ? Ça ressemble à quoi ? Ce passage de la facture électronique. Quelle est ma première action ? Qu'est-ce que ça change chez moi ? Et c'est des questions pragmatiques auxquelles les utilisateurs et en tout cas ces tailles d'entreprise n'ont pas réellement de réponse concrète à obtenir dans ce cadre-là. Et donc, elles n'arrivent pas à se projeter. Est-ce que je dois m'inscrire dans un annuaire ? J'envoie un courrier ? Est-ce que j'appelle ? Est-ce que je le fais sur un site ? Il y a énormément en fait de flou quant au concret. Et donc, plus on s'approche, plus on se pose des questions concrètes auxquelles on n'a pas forcément aujourd'hui des réponses simples. Et je pense que ces entreprises vont attendre de plus en plus du concret et des réponses simples à l'approche de la date. Oui, c'est d'autant plus vrai, je crois, qu'il y a près de 30% des entreprises en France qui ne sont pas digitalisées sur les processus de facturation. Donc là, la marche est encore plus haute et accentue encore ce que vous venez de dire. Passer du classeur, du papier, de la boîte à chaussures, d'emmener ses factures à son expert comptable sous version papier. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des entreprises qui vont devoir gérer un passage à la facture électronique dans des zones blanches, sans couverture. Donc, il y a aussi toute une crainte globale de modification de ces usages par rapport à la digitalisation qu'impose la facture électronique. Et ça, c'est vraiment du pragmatisme, puisque quand on partait sur le terrain, les personnes disaient « mais comment je vais faire si j'ai pas de réseau ? Sur mon exploitation, je n'ai pas de réseau. Comment je fais ?» Du coup, je vais être obligée, alors qu'avant, je gérais les choses. Au moins, j'étais sûre. J'emmenais ma feuille, mon papier, j'emmenais ma facture et j'étais sûre de pas le perdre. J'étais sûre de maîtriser, de contrôler. Donc, il y a un sentiment de manque de contrôle qui également, je pense, va de plus en plus se présenter à l'approche du réalisme de cette date qu'on a eu décalée une fois. Et que là, en effet, on a la sensation que que le calendrier va être bien tenu. Et donc, ces craintes-là risquent d'augmenter, je pense, dans le temps, puisqu'on le voit sur le terrain. Très bien. Alors, les motivations de cette réforme en France, mais aussi en Europe, c'est principalement la simplification des démarches administratives, évidemment la lutte contre la fraude pour collecter et percevoir toute la TVA, et puis il y a aussi développer la compétitivité des entreprises. Alors ça, ce sont les motivations, mais est-ce que ces motivations sont-elles bien perçues, ou en tout cas dans quel ordre de priorité pour les entreprises ? Alors, elles sont plutôt bien perçues, globalement. On a 92% des entreprises qui ont une perception plutôt positive de la réforme, qui estiment qu'elle permettra d'atteindre les objectifs. Mais il y a aussi une forme de lucidité, c'est-à-dire que les scores sont beaucoup plus élevés sur les intérêts, entre guillemets, collectifs, lutte contre la fraude, récupération de TVA. Bien évidemment, ça va aider peut-être à régler quelques cas de concurrence déloyale. Mais en tout, on est à 76% et c'est un sentiment qui augmente sur l'intérêt, entre guillemets, collectif et quelque part social de la réforme. Sur les intérêts plus individuels, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans mon entreprise, au quotidien? Là, on a des scores qui sont un petit peu plus faibles. Ça va simplifier également, donc ça c'est quelque chose qui augmente d'ailleurs assez fortement. Ça va permettre à notre banquier, à notre expert comptable de nous aider, de mieux nous accompagner dans la gestion financière. Ça va permettre de gagner du temps. Là, on a des scores qui sont assez bons, mais on voit aussi que sur d'autres items, il y a encore tout un travail de conviction. Il est temps de rentrer dans le concret pour voir concrètement ce que ça va changer pour les entreprises. Alors Néla, vous qui accompagnez les entreprises, comment est-ce que vous présentez cette réforme, ou en tout cas qu'est-ce qui résonne le plus quand vous en parlez à vos clients ?
Alors, ce qui résonne le plus, c'est d'aborder la réforme avec la même lucidité qui est présentée ici, c'est-à-dire leur préoccupation au jour le jour. C'est la préoccupation du quotidien, c'est je veux pouvoir relancer mes clients, encaisser plus vite, centraliser mes documents, être en capacité de rechercher mes éléments, de contrôler mes engagements de dépenses en conformité avec la future réforme, sans avoir à changer demain. Aujourd'hui, la maturité, en tout cas des clients et des utilisateurs qu'on adresse, préfèrent entendre en effet l'intérêt collectif et la capacité de parler uniquement de leurs intérêts de gain de temps et de sérénité d'aujourd'hui, en conformité avec demain. C'est quelque chose qui résonne beaucoup plus pragmatiquement dans leur compréhension de la réforme, puisqu'ils ont du mal à se projeter sur le bénéfice de l'optimisation, puisque c'est, en tout cas, là, moi je parle vraiment principalement des TPE-PME au sens de l'INSEE, qui est un segment de clients qui va plutôt favoriser le besoin d'aujourd'hui que l'optimisation de demain. Oui, il faut m'aider à résoudre mes problèmes d'aujourd'hui avant de penser à ceux de demain. Exactement. Bon, et si on en vient maintenant à leurs attentes, est-ce qu'il y a un critère particulier qui est particulièrement déterminant, pour les entreprises pour choisir un partenaire dans cette préparation? Alors, on voit que c'est avant tout une question de simplicité. Les dirigeants attendent une solution facile d'utilisation et qui s'intègre dans leur système et dans leur écosystème qui est déjà préexistant, entre guillemets. Sa mise en place doit être facile pour les équipes. Il y a une question de rapidité de la formation qui ressort très clairement, et surtout cette capacité à proposer un système ou un écosystème de facturation électronique qui s'intègre avec les systèmes existants et qui n'hésite pas de changer complètement la manière dont on fait les choses. Donc ça, ce sont vraiment les deux questions clés qui ressortent de cette enquête. Bon, et derrière tout ça, il y a forcément une question de confiance. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont particulièrement crédités de la confiance des entreprises aujourd'hui? Oui, tout à fait. Comme sur tous les sujets financiers, la confiance, au global, elle est en progression et on voit que ce sont les cabinets d'expertise comptable, les éditeurs de logiciels spécialisés et les partenaires de dématérialisation qui tirent leur épingle du jeu. C'est là où on a les scores de confiance les plus élevés, notamment pour les experts comptables. On est à 95% de confiance et là aussi, c'est en hausse. On voit aussi que les banques et l'administration tirent leur épingle du jeu. Donc c'est un écosystème varié, assez complexe, mais le niveau de confiance est au rendez-vous. Oui, et puis quand on regarde comment cet écosystème est en train de s'organiser, on peut quand même penser qu'il est de plus en plus complexe avec beaucoup d'acteurs qui parlent de cette réforme. Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à y voir plus clair, Naila? Je pense que l'écosystème qui s'est mis en place, c'est un bienfait puisqu'il fallait informer majoritairement et accompagner les entreprises. En revanche, cet écosystème de confiance doit pouvoir s'entendre et trouver une complémentarité dans l'accompagnement de demain. Sinon, on va retrouver des TPE, des PME à se retrouver en face d'un expert comptable, d'une banque ou de l'administration avec des échos différents. Et c'est ça qu'il faut qu'on évite. Il faut qu'on ait un même discours. Il faut qu'on accompagne avec beaucoup d'intégrité, avec le besoin, en répondant aux besoins des clients. On n'aura pas tous le même besoin. En tant que TPE, PME, ETI, grande entreprise, on a des besoins différents selon les secteurs. Et il faut que cet écosystème puisse accompagner les clients en fonction de leurs nécessités, en tirant, je dirais, la complémentarité de chacune des expertises comme étant la voie première à présenter aux clients. Oui, avec peut-être une motivation qui, malgré tout, doit être partagée par chacun d'eux, c'est de simplifier, in fine, la vie des entreprises au quotidien. Alors, une dernière question, peut-être, vu qu'on a mis en avant les experts, enfin, l'enquête met en avant la confiance qui est accordée aux cabinets et aux experts comptables. Qu'est-ce qui est attendu en particulier d'eux pour les accompagner, et en creux, qu'est-ce qui est attendu en général des acteurs en proximité de ces entreprises? Oui, mais là aussi, il y a un besoin de rentrer dans le concret. Donc, les services qui sont plébiscités, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait tourner autour de la formation et du conseil. Formation des équipes, conseil dans le choix
d'une plateforme, des configurations des différents logiciels, l'aide à l'intégration de la facturation électronique avec les systèmes financiers ressort également, une assistance pour aider l'entreprise pour la mise en conformité par rapport aux différentes réglementations. On en a parlé tout à l'heure, ça c'est un sujet qui est extrêmement important et conséquent, et l'identification d'optimisation des différentes opportunités, notamment pour améliorer la trésorerie et réduire les délais de paiement. On voit qu'il y a des très bons scores, une forte demande sur toutes ces questions-là. Donc il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'opportunités pour aider les entreprises françaises. Bon, on peut considérer que ces attentes-là sont vraies pour tous les autres acteurs. Vous, Nelly, est-ce que ces résultats confirment les orientations que vous avez prises pour accompagner vos clients? Est-ce que ça vous donne des idées sur des choses à développer davantage pour servir au mieux votre clientèle? Oui, au départ, quand on offre une solution digitale, on essaie d'offrir la solution la plus simple aux clients pour améliorer l'utilisation. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte que le digital, sans l'humain d'accompagnement pour expliquer justement ce changement-là, ne peut pas opérer positivement auprès, en tout cas, des TPE-PME. Donc, nous, c'est vrai qu'on a dû mettre en place un système de formation, d'aide, d'accompagnement, aussi pour les experts comptables de région, qui sont nos partenaires, et également tout un système, je dirais, de qualification, donc de conseil, de la solution la plus adaptée en fonction du segment de client. Donc je pense que ça revient énormément, en tout cas dans nos échanges en termes de besoins. Il y a également tout l'aspect de trésorerie. Oui. Je pense que si on peut, et je pense que la présence aussi des banques dans cet écosystème va permettre d'entrevoir un bénéfice. Je pense un des bénéfices les plus probables d'être perçus par les TPE-PME, c'est la trésorerie. Puisque quand on parle fin de mois, on parle trésorerie. Quand on parle à un trimestre, on parle prévisionnel de trésorerie. Et donc, je pense que les bienfaits de cette réforme auront plus facilement écho chez les TPE-PME notamment, avec la capacité d'intégrer des services de pré-court terme ou d'affacturage. Très bien, c'est à développer la capacité à apporter le bon service au bon moment à notre entreprise parce que je la connais davantage en exploitant au mieux les données véhiculées par la facturation électronique. Voilà, ça c'est exactement, au moment propice. Des perspectives intéressantes. Oui, voilà. Nous sommes arrivés au bout de la présentation de ces résultats et de l'overview que nous souhaitions donner aujourd'hui. Vous avez accès aux résultats complets de cette enquête et de ce baromètre via le lien de téléchargement que vous trouverez en complément de cette vidéo. Merci beaucoup Alexandre d'avoir partagé votre analyse de ces résultats. Merci beaucoup Neyla pour le complément très terrain que vous avez apporté à cette analyse. Et puis nous nous retrouverons l'année prochaine pour une 3e édition de ce baromètre.